Bonjour, bienvenue à tous. La chaîne C225 vous convie à un énième numéro Entre nous, l'émission politique dédiée à la crise ivoirienne. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur les antennes de C225 TV. Nous aurons, comme à l'accoutumée, 4 Ivoiriens prêts à défendre les valeurs démocratiques de notre beau pays. En premier lieu, nous aurons M. Thibaut Obou, président de Africains du Monde et de la Côte d'Ivoire pour tous dans la justice. Bonsoir M. Obou. Bonsoir. À ses côtés, nous aurons l'éminent M. Georges Aka, secrétaire général adjoint du FPI Europe. Bonjour M. Georges Aka. Bonjour. En face, nous aurons M. Jomo Debeng en charge de la redynamisation du RHDP en Europe. Monsieur Jomo Debeng, bonjour. Je fais une rectification, c'est en Île-de-France. En Île-de-France. Merci. Bien entendu. Et pour finir, nous aurons M. Diallo Moussa Moïse, conseiller spécial du RHDP. Bonjour. Bonjour Monsieur Moussa Moïse Diallo. Très bien. Alors, nous allons commenter aujourd'hui des faits d'actualité, en particulier la dernière allocution du président Bédié. Voilà. Quels sont vos commentaires, M. Thibaut Obou, sur la dernière allocution de M. le président Bédié? En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie pour l'organisation de ce débat et pour la parole que vous donnez aux Africains en général, mais aux Ivoiriens en particulier, parce que comme vous le savez tous, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il est très difficile d'avoir un débat de ce type organisé en Côte d'Ivoire telle qu'elle serait organisée habituellement. Donc les gens se terrent un peu partout. Donc il est bien aussi de porter la voix des gens qu'on n'écoute pas souvent. Et je salue ici le vaillant peuple ivoirien pour avoir dit non aux élections du 31 octobre en ne portant que à 8% M. Ouattara. Je salue aussi et je m'incline en même temps sur tous nos frères, nos martyrs qui sont partis dans cette élection. Et j'ai une pensée particulière pour notre jeune frère dont la tête est devenue un ballon de football, Nguessan Kofi. Il a Toussaint, il a un grand nom, Toussaint l'ouverture, et vraiment on s'incline dessus. Et en profiter aussi pour dire que quand on coupe les têtes, c'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Depuis 1810, les têtes sont coupées dans notre pays. Maintenant, pour revenir s'il vous plaît, au communiqué Du président Henri Konan Bédié. Du président Henri Konan Bédié, je pense que, bon, il a fait un bon communiqué que tous les Ivoiriens ont approuvé. Mais il a fait un communiqué sous pression en semi-liberté. Donc quand on est en semi-liberté, il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Ce qui fait que ça donne beaucoup à interprétation. Chacun interprète en fonction de ses intérêts. Mais nous, en tant qu'Africains du monde de la Côte d'Ivoire pour tout dans la justice, nous disons que nous sommes dans une série de révolutions. Et que nous devons dépasser ce stade-là et faire en sorte que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens ou aux Africains, au niveau de leurs biens, au niveau de leurs entreprises, et que chaque Ivoirien... Seulement elle est à qui, la Côte d'Ivoire? 90% des biens et des entreprises ivoiriennes sont aux mains des entreprises françaises. Après, on a les entreprises libanaises. Et après, on a quelques entreprises de la sous-région. Et il n'y a que 5% d'entreprises qui appartiennent aux Ivoiriens. Qui les a vendus? Bon, disons que depuis que la France a mis les pieds en Côte d'Ivoire, tous les biens de la Côte d'Ivoire ont été accaparés. Et ça n'a pas changé en fait. Donc la révolution dans le colonel, c'est de faire en sorte que les biens de la Côte d'Ivoire reviennent aux enfants de la Côte d'Ivoire. On vous a compris. On vous a compris, Je finis juste 2 secondes pour oui, voilà. Et donc pour dire que effectivement aujourd'hui nous devons tous nous réunir, tous retrousser nos manches pour faire en sorte que Ouattara puisse comprendre et abréger la souffrance des Ivoiriens. C'est assez clair. Merci M. Obou. Là on se tourne vers M. Diallo Moussa Moïse. Alors quand dans ses premiers mots, le président Henri Konan Bédié parle d'une marche des grandes nations
dit en soi, dans la marche des grandes nations, il y a des moments difficiles. Est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, en ce moment, il y a un mouvement qui est en marche et que le pays, la nation vit des moments difficiles? Ben écoutez, merci de me donner la parole. Je vois que quand vous posez la question de façon précise à mon interlocuteur, effectivement, la question n'est pas abordée. C'est vraiment dommage parce que c'est un moment qui est un moment clé dans la définition effectivement de l'état de droit en Côte d'Ivoire et dans le respect effectivement des normes démocratiques. Vous savez très bien que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, personne, en tout cas de sérieux, ne peut dire que la démocratie est mise à mal. Parce que nous avons défini ensemble avec l'opposition donc des procédures pour pouvoir aller aux élections et les élections ont bel et bien eu lieu. Alors, quand nous entendons le président Henri Konan Bédié faire donc une litanie d'injonctions au gouvernement, au président de la République, Alassane Draman Ouattara, je trouve que nous étions partis effectivement sur une table de négociation pour pouvoir entendre une opposition responsable derrière celui qui est, on va dire maintenant, le patriarche de la Côte d'Ivoire, qui est le président Henri Konan Bédié, pour que nous puissions ensemble trouver une solution qui soit vraiment viable pour tous les Ivoiriens. Vous savez très bien que le président Alassane Draman Ouattara lui-même a été le premier à tendre la main effectivement à l'opposition. Donc nous sommes en pleine négociation, mais entendre ces injonctions-là, je pense qu'effectivement ce n'est pas responsable de la part de quelqu'un qui est vraiment le patriarche en Côte d'Ivoire et qui devrait faire preuve de plus de sagesse. Mais enfin, nous avons entendu ce qu'il a dit et je pense que le président Alassane Draman Ouattara, qui donc multiplie des efforts pour pouvoir apaiser la Côte d'Ivoire et arriver à des solutions pacifiques en Côte d'Ivoire, pourra effectivement encore convier son frère, son aîné, autour d'une table de négociation et puis avancer. D'accord, voilà, ça c'est clair. Je pense. Alors, monsieur Georges Aka, dans ce que monsieur Moussa Diallo appelait injonction, on entendait parler du retour des prisonniers politiques, quand on entend parler aussi de la remise d'un passeport diplomatique au président Gbagbo. Est-ce que vous, au sein du FPI, vous pensez à un début de réconciliation nationale? Alors, je voudrais déjà, à mon niveau et au nom du FPI, dire un grand merci au président Bédié pour la teneur de son discours, pour, on va dire, les idées et la profondeur des paroles qui sont contenues dans cette déclaration faite à la nation. Je suis un peu surpris de la réaction des frères du RHDP. Je sens même une certaine fébrilité dans la réaction quand ils disent que c'est une série d'injonctions. Alors qu'on a tous vu sur la version vidéo de cette déclaration, Bédié proposait avec toute la solennité à M. Ouattara les idées de toute l'opposition ivoirienne afin qu'on puisse aller à un véritable dialogue. Oui. Les mots ont un sens. Sans vous interrompre, oui. Il y a un champ lexical, on a coup de force de la part du président Konan Bédié, coup de force, violation, force majeure. On a l'impression qu'effectivement, le président Konan Bédié est assez virulent. Non, je parle là de la proposition. Oui. Quand on parle de coup de force, violation, on parle de la relatation des faits. D'accord? Et donc, quand Henri Konan Bédié, le président du PDCI, relate les faits qui ont conduit à cette situation, mais il dit exactement ce qui s'est passé. Parce que tout à l'heure, M. Diallo disait que c'est avec l'opposition, en accord avec l'opposition, que nous avons établi les règles pour aller à des élections. Oui. Mais je voudrais m'inscrire en faux à ce qu'il dit, parce que nous, au FPI, nous avons joué le jeu de la République. Nous avons été ceux-là qui avons été présents pour permettre au pouvoir de comprendre que dans une démocratie, c'est le dialogue, c'est les échanges qui permettent d'avancer. Et quand nous sommes rendus compte à un moment donné que ce dialogue-là était devenu un dialogue de sourds, parce que sur les points précis concernant la répartition donc, de la proportionnelle par rapport au CEI local, quand il s'agissait aussi de l'équilibre par rapport à l'opposition, parce que le PDCI et les autres avaient boycotté, donc il fallait qu'ils reviennent. Quand il fallait aussi, par rapport à l'application de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ils n'ont pas voulu.
ils se sont mis en retrait. Et nous avons décidé de nous retirer. Et donc, le RHDP est parti à ces élections avec 100% de l'appareil électoral. Donc il ne peut pas dire que c'est démocratique. Cette élection de Ouattara n'est même pas démocratique. Après, on peut aussi épiloguer sur les questions du respect de la Constitution qu'il a violée et que, bon, on a tous discuté de cela depuis sur d'autres plateaux. Alors, après ce moment, nous sommes tous d'accord que les faits décrits par Bédié, coup de force, c'est même, je parle même de coup de force, c'est petit. Propension à la violence, par exemple. Franchement, pourquoi à l'endroit d'un chef d'État, on a l'impression que la vous dites que Ouattara est président. Bédié s'inscrit dans l'optique que cette élection-là a été une forfaiture et que de fait, il est là. M. Ouattara, de fait, il est le chef de l'État, certes. Mais il a dit clairement que sa légitimité était remise en cause. Elle est remise en cause, c'est bien. Donc le problème, il est là. D'accord, c'est bien. Alors, M. Djombo Debang, on est bientôt à la veille de l'investiture officielle du président Alassane Ouattara qui a lancé des invitations. On a Faure Gnassingbé qui a répondu, qui est présent à cette invitation-là. Vous pensez quoi alors des propos de M. Georges Aka, qui est porte-parole du FPI, qui parle d'élections qui n'ont pas été transparentes? Vous avez une opinion là-dessus? Merci. Et avant tout propos, permettez-moi de dire merci à votre chaîne de télé qui nous invite pour la énième fois. Et aussi merci à nos co-débatteurs ici présents, tous chers aînés. À votre position, il faut que vous soyez salués. Merci aussi de répondre et de nous écouter. Et moi, je voudrais que ce débat soit un débat pour éclairer la lanterne des Ivoiriens sur les faits réels. Nous sommes à 2 jours pratiquement de l'investiture du président démocratiquement élu par les Ivoiriens, du centre, du nord, de l'ouest, en par le sud, à plus de 97%. Alors, je ne comprends pas pourquoi ces débats de non-légitimité. Parce que nous avons tous été là quand on nous a dit aujourd'hui de faire des consensus au niveau de la CEI, des choses qui ont été faites par le FPI, par le PDCI, bien vrai qu'ils sont partis après, pour quelle raison je ne sais pas, parce que soi-disant c'était pas la proportionnalité des postes n'était pas équivalent à ce qu'ils voulaient. Mais moi j'ai dit que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique et la démocratie est en marche. Concernant les propos du président Bédié, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais je veux dire que j'ai bien écouté ce discours. C'est un discours de mea culpa. Bédié a présenté ses excuses aux Ivoiriens. Le président Bédié a présenté ses excuses aux Ivoiriens en présentant ses condoléances aux familles des morts, des personnes qui sont mortes, de par leur faute. Oui, je le dis, c'est la faute des opposants qui ont envoyé tous ces morts en Côte d'Ivoire. Parce que l'État de la Côte d'Ivoire, avec sa force républicaine, n'a jamais fait usage d'un pistolet. Quand je parle de la force républicaine, je parle des militaires, des gendarmes et des policiers. Ceux qui sont morts à l'appel de l'opposition. Je vous donne un exemple. Quand vous regardez là où il y a eu des morts, dites-moi, et je dis bien dites-moi, dans tous les reportages que vous avez entendus, laquelle des populations a dit que nous avons été matés par la police, matés par la gendarmerie? Bien au contraire, c'est nos forces de l'ordre qui ont payé le plus lourd de ce tribut. Parce que ordre a été donné à chaque hiérarchie de ne pas tirer sur le peuple ivoirien. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il a abandonné toute... vous, c'est un abandon? C'est un abandon. C'est un aveu d'échec. Et sur cette chaîne et sur ce même plateau, j'ai dit que le CNP, le Conseil national de transition, est voué et est morné et nous allons les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Et ça n'a même pas fait. Après 1 mois, nous avons entendu dans ce même propos de M. Bédié que le CNSP n'existe même plus, mais donne place à une marche éclatée. Mais où allons-nous? Pendant qu'on se dit, on a un gouvernement de transition qui ne fait pas déjà 2 mois,
et qu'on revienne encore pour refaire. Mais la Côte d'Ivoire n'attend pas l'évolution ou Bédié pour pouvoir évoluer. Le président Ouattara, vous verrez sur toutes les chaînes étrangères comme nationales, vous verrez l'investiture en gros. Et vous verrez, nous allons être encore sur ce débat, sur ce plateau pour en débattre. Parce que l'opposition aujourd'hui ne joue pas franc jeu. L'opposition a échoué. L'essentiel aujourd'hui pour l'opposition, et moi je demande bien sûr, parce que je me réjouis d'ailleurs que M. Georges Aka soit là, qu'ils disent, parce que ça voix porte bien sûr, M. Thibault aussi j'imagine, leur voix porte, de dire à l'opposition, quand on a échoué comme Gbagbo l'a dit, quand il a été attaqué par la rébellion en Côte d'Ivoire, il a dit, quand on est attaqué, qu'on ne peut pas prendre des armes, on prend un rameau. Je demanderai à l'opposition de prendre un rameau et le tendre au parti au pouvoir pour pouvoir faire la paix. Donc c'est un aveu d'échec. Monsieur Thibault, est-ce un aveu d'échec finalement? On passe du CNT à un dialogue. Qu'est-ce que Bédié peut négocier avec le président Ouattara? Bon, moi je pense que nos frères d'en face doivent quand même dire ne serait-ce qu'un peu de vérité. On ne peut pas s'asseoir sur un plateau et dire en Côte d'Ivoire que la police et la gendarmerie n'ont pas commis des crimes. Donc qu'est-ce qu'il dit des gens de Yamoussoukro? Qu'est-ce qu'il dit des jeunes qu'on a tués, donc la tête est devenue un ballon? L'histoire du bac à verre. Qu'est-ce qu'il dit des policiers qui encadrent des jeunes microbes et ils sont derrière? Et ça, c'est une police républicaine. Le frère n'est pas de démocratie. Mais démocratie, c'est quoi même en fait? Il faudrait qu'on leur explique ce que c'est démocratie. La démocratie, c'est pas mettre tout le monde en prison. La démocratie, c'est pas dire une fois que tu dis quelque chose, tu vas en prison. C'est pas la démocratie. La démocratie, c'est au minimum. Tu peux ne pas être d'accord, mais tu acceptes la contradiction. C'est ce qu'on fait ici. C'est pour ça que je me suis dit, mais heureusement qu'on a la possibilité de parler ici, puisque là-bas, les gens ne peuvent pas parler. Tu parles, tu es en prison. Donc j'en profite même pour dire aux autorités actuelles de libérer tous les prisonniers politiques, tous les prisonniers civils et même des prisonniers de droit commun. Pourquoi? On veut bâtir un pays. Et à chaque fois qu'on parle, on est mis en prison. Donc moi je pense que, d'ailleurs, il va falloir clarifier ce que c'est que l'opposition. Parce que quand on est à 8% de taux de vote, en thème normal, on est dans l'opposition. Mais comme la plupart du temps, on veut à chaque fois que l'Afrique voit le monde à l'envers, c'est-à-dire que ce qui devait être la norme ne devient plus la norme en ce qui concerne l'Afrique. Moi je dis, quand il parle de l'opposition, il faut qu'il fasse une présentation. Mais est-ce un aveu d'échec? Est-ce un aveu d'échec? On passe du CNT, d'un discours très virulent, ou on passe à un discours beaucoup plus subtil? Non, je pense que, comme je l'ai dit, M. Bédié est en semi-liberté. C'est ce qui est vrai. Il est en semi-liberté. Et tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui font de la politique, sont aussi en semi-liberté. Mais pourquoi attendre un mois pour parler? Quand tu n'as pas tes mouvements, quand tu ne peux pas t'exprimer de façon claire, sans qu'on te mette en prison, mais deux fois tu ne t'exprimes pas bien. Mais ceci étant, moi, je dis à toute l'opposition de se mettre ensemble et d'aller très loin. C'est que nous sommes dans une démarche. On est dans une démarche. Dans une démarche, il y a le système des 100 mètres. Des gens qui vont très bien. Et il y a le système de 200, de 400 mètres. Donc c'est du long cours. Donc on ne peut pas, dans l'immédiat, dire que l'opposition a fait fausse route. L'opposition est vraiment unie. Est-ce qu'elle est vraiment unie, cette opposition, finalement? Non. On écoute aujourd'hui, on voit un petit peu ce qu'on entend de part et d'autre. Est-ce qu'elle est vraiment unie pour parler d'une seule voix? Une seule voix. Bon. Parce que là, si vous voulez, bientôt arrivent les législatives, d'ici le mois de février, si je ne me trompe pas. Est-ce que pour l'opposition, d'avoir un front commun ne serait peut-être pas la solution pour éviter... Mais le front commun, ce qui veut dire, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire de nouvelles pratiques politiques en Côte d'Ivoire. Il y a toujours eu des fronts communs en Côte d'Ivoire. On a eu ça à gauche, à droite, même le RDR l'a fait avec le pays. Il y a eu ce qu'il nous faut aujourd'hui. Il nous faut de la clarification.
pacification. Donc les conditions ne sont pas réunies pour participer? Non, les conditions actuelles ne permettent même pas de faire une législative. Puisqu'on a déjà un problème de légitimité avec Ouattara. C'est-à-dire que si on saute Ouattara et on dit on a fait législative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on entérine la forfaiture et on va aux législatives. Non. Il faut parler de dialogue, mais on dialogue avec qui? Pour dialoguer, il faut une autorité qui permette de dialoguer. Donc cette autorité-là, il va falloir la mettre en place. Mais vous êtes cette autorité qui vous a invité. Le président Bédié quand même reconnaît aujourd'hui la légitimité du président Ouattara. Ah ben non, il a dit clairement dans son discours que Ouattara était légitime. Président, il a bien dit chef d'État. Non, le chef d'État, c'est pas la légitimité. C'est lui qui a l'effectivité du pouvoir actuel, c'est un fait. La parole est à qui là? On va passer directement. Je pense qu'à l'état actuel des choses, c'est vrai que quand on s'adresse à toute la Côte d'Ivoire, il est bien d'être très clair, parce que ce n'est pas tout le monde qui a fait du droit, qui maîtrise les subtilités du droit constitutionnel. Que Bédié doit être clair pour dire que Ouattara n'est pas légitime. Il faut que l'Ivoirien l'entende. Mais il a dit dans son Voilà. Deuxièmement, il ne faut pas qu'on joue entre chef d'État et président de la République. Il ne faut pas jouer avec tout ça. Il faut dire les choses différentes. Disons que, je le répète encore, toute la population ivoirienne n'ont pas tous fait des études de droit. Donc il ne faut pas rentrer dans les subtilités. C'est ce qu'on a toujours fait dans le passé. Il faut dire entre chef d'État et président de la République. Non, tout le monde n'a pas fait le droit. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'accord, chef d'État. Ouattara n'a pas la légitimité. Pour moi, il n'est pas chef d'État, il n'est pas chef d'État. On va s'adresser à M. Jomo de Dingue. Comment on a Non, allez-y. Bon, enfin, oui. Je souhaiterais quand même effectivement pouvoir intervenir après beaucoup de choses qui ont été dites et on est vraiment tombé sur la tête quelquefois quand on entend effectivement quelques représentants ici sur le plateau parler. Parce que en Côte d'Ivoire, il faut dire les choses sérieusement. Je pense que l'opposition est rentrée dans un déni total de tout en Côte d'Ivoire. Voilà donc une opposition, vous l'avez dit tout à l'heure, qui aurait pu effectivement s'unir, aller à des élections de façon sérieuse, mais qui n'a pas osé le faire parce que cette opposition nous dit-elle, elle parle d'une seule voix. En réalité, non, elle ne parle pas d'une seule voix. Mais les conditions n'étaient pas réunies. Les conditions étaient bien réunies pour aller aux élections. L'opposition doit pouvoir respecter un cadre républicain parce qu'en Côte d'Ivoire, quand même, qu'on puisse le dire sur les antennes, qu'on puisse le dire partout où nous intervenons, en Côte d'Ivoire, il y a un cadre qui est un cadre républicain. Lequel? Ce cadre-là a énuméré toutes les procédures pour pouvoir aller à des élections. Et l'opposition, en ce moment-là, quand les procédures ont été définies, l'opposition n'a pas boycotté. Les candidatures ont été transmises, ont été remises donc au Conseil constitutionnel, ont été remises aussi à la CEI. Ils ont respecté effectivement le calendrier des élections. Nous sommes allés en définissant nos candidats. Là où il y a eu un point d'achoppement et qui est vraiment une honte pour cette opposition, c'est de dire que quand le parti RHDP désigne son candidat, eh bien eux doivent nous dire qui nous devons désigner. C'est là où le problème a commencé. Mais moi je crois qu'il faut dire les choses clairement. Et ici, c'est qu'on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, le problème du président Alassane Dranou Ouattara, c'est effectivement sa compétence. C'est qu'il soit trop au-dessus de la mêlée. Et que donc, dès qu'il est désigné, ça pose un problème. Et donc, l'opposition, vous la voyez, elle est dépitée, elle ne sait plus où aller. On parle d'une opposition, d'une désobéissance civile, et on voit que ce n'est pas suivi des faits. On revient, on dit non, on a formé un gouvernement de façon illégale, mais ce n'est pas sérieux. Nous sommes dans un monde, effectivement, de gens qui sont rentrés hors la loi. Est-ce que vous abondez dans le sens du porte-parole de RHDP, M. Adjoumani, quand il parle de provocation? Mais bien sûr que c'est une provocation, parce que on provoque le pouvoir d'État. Bien sûr, et c'est ce qui a donné lieu d'ailleurs à tous ces morts que nous avons vus, parce qu'il y a un appel qui a été lancé. N'est-elle pas dans un rôle
républicain, n'était pas dans un rôle républicain de contrepoids au pouvoir? Non, pas du tout. Parce que si vous dites effectivement que vous êtes dans une désobéissance civile et que vous ne définissez pas ce que ça veut dire une désobéissance civile, nous avons là des populations qui peuvent l'interpréter à tort et à travers. Et donc les gens sont sortis et il y a eu des affrontements. Ce n'est pas le fait effectivement de la police. Ce n'est pas le fait de la gendarmerie, ni de l'armée, surtout ceux qui sont morts. Mais bien sûr qu'ils ont encadré, effectivement, ils sont sur tout le territoire national. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on va dire, il faut leur rendre hommage, puisqu'on n'a pas eu tant de morts, parce qu'on aurait pu avoir encore plus de morts que cela si la police, effectivement, intervient avec ses moyens. Donc nous avons, effectivement, cadré les choses pour éviter, effectivement, qu'il y ait plus de morts, mais ce sont les populations qui se sont affrontées à l'appel de l'opposition. C'est irresponsable. Et là, nous sommes encore dans l'irresponsabilité d'un président Bédié qui arrive et qui nous dit encore qu'il faut effectivement qu'il y ait des élections. Il faut qu'on arrête. C'est clair, monsieur Diallo. Oui. Alors, monsieur Jean-Jacques, vous semblez avoir beaucoup de réponses face à cette question. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Je voulais dire aux amis, entre nous, nous sommes tous des Ivoiriens. Il s'agit là de notre pays. Soyons un peu sérieux parce que à cette allure, on risque nous-mêmes de ne plus nous reconnaître. C'est-à-dire que on peut dire aux gens qui ne savent pas ce que c'est que la Côte d'Ivoire, ce qu'on pense quand on se retrouve à l'Assemblée nationale française ou ailleurs. Mais quand on se retrouve entre nous Ivoiriens, tous et autant que nous sommes ici, nous savons tous ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Nous avons tous vécu les événements. Donc vous ne pouvez pas vous asseoir et puis inventer un autre monde. Je suis désolé, monsieur. Il a dit que personne de sérieux ne peut dire que la démocratie est en mal en Côte d'Ivoire. Oui. Mais soyons sérieux. Vous avez suivi le processus. Dans une démocratie, un artiste par exemple peut se lever et puis dire ce qu'il pense. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a été du cas de Siro? C'est une démocratie. Dans une démocratie, s'il vous plaît, nous allons aborder le sujet. Plus tard, mais je vais vous dire, on a vu ici le cas de Charles Dave, un professeur éminent qui a dit sur une chaîne de radio, Sud Radio, que Macron était idiot. Il n'y a pas eu de poursuite. C'est normal. Parce qu'on a le droit de critiquer. C'est pas insulter peut être un délit. Critiquer est un droit. Dire sa position est un droit. Insulter peut être un délit. Oui, mais on peut faire un procureur. On peut poursuivre tout le monde. C'est pas une injure. Je suis désolé. On parle tous français. Donc, pour l'instant, et puis j'ai l'impression qu'il y a des choses. C'est que nos amis d'en face ont tendance qui sont au pouvoir d'ailleurs, ont tendance à se comporter comme des gens de l'opposition. C'est-à-dire qu'ils victimisent. Ils se victimisent et donc c'est l'opposition. Ah non, pas du tout. Comment vous êtes au pouvoir et puis c'est vous qui accusez toujours. Je vous prends est-ce que vous pensez que l'opposition ivoirienne se victimise concrètement? Pas du tout. Alors je voudrais aussi rappeler à notre ami du RHDP que les méthodes qu'il critique aujourd'hui, la désobéissance civile dont il parle, mais c'est pas ça qu'il a envoyé pour la première fois en Côte d'Ivoire en 2010. Il a mis quoi dedans comme contenu? On a vu des marches du RHDP. Alors comment une méthode que vous-même vous avez utilisée? On n'a pas appelé à la violence. Et on n'a pas appelé non plus à la violence. On n'a pas appelé à la violence. Et donc vous avez appelé à une marche. Nous aussi on appelle à une marche. Vous appelez à boycotter des choses, nous appelons à boycotter. Alors qu'est-ce que vous avez empêché? Le boycott est une voie légale et il doit être encadré. La marche est une voie légale et elle doit être encadrée. Alors concernant les policiers et consorts, on a tous vu, les vidéos existent. Je ne suis pas en train d'inventer le monde. Qui ici peut nier qu'il y avait l'existence du bac à verre? Vous ne pouvez pas le nier. Ça veut dire quoi, le bac à verre dans un état de droit? Pourquoi des individus ont le droit de se promener avec une machette et on dit que ces enfants en conflit avec la loi? C'est pas ça, c'était des militaires, c'était des policiers. Mais c'est une phase parallèle. C'est une phase parallèle. Est-ce que les policiers et les militaires ne font pas leur travail? Mais pourquoi ils ne font pas? Parce que si des gens se promènent avec des armes blanches et qu'on voit que c'est criminel, mais on les arrête, mais on ne les encadre pas. Donc, on n'est pas dans un état de droit. Donc. Il y a une complicité du pouvoir avec... Je ne suis pas en train d'accuser parce que je n'ai pas pouvoir d'accuser qui que ce soit. Merci. Moi, je pars sur des faits. Je dis qu'on a tous vu le bac à verre et on a tous vu des individus armés de machettes et qui agressaient d'autres individus, accompagnés par des policiers qui sont chargés de l'ordre public, qui sont payés avec l'argent du public. Ils doivent justement assurer la sécurité de tous les Ivoiriens.
d'expression. Donc il y a un problème. L'état de droit n'existe pas. Quand on prend le cas, je finis là. Quand on prend le cas du jeune homme qui a été décapité à Daouko, du jeune homme Toussaint, ça a été filmé. Quand les gens ils disent des critiques contre le pouvoir sur Internet, on va les retrouver chez eux à domicile pour les mettre en prison. Mais celui-là qui a décapité, on l'a reconnu sur la photo et sur la vidéo. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce monsieur, on nous dit que ce monsieur a été arrêté par les enquêtes se poursuivent. Mais quelle enquête vous voulez qu'on fasse pour que. Ça dit que c'est un flagrant délit. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Au-delà de toutes vos dénonciations, vous ne parliez pas implicitement de l'arrestation du président Afin-Guessan, par exemple. Ça aussi, c'est un autre débat. Voyez par exemple le cas. Oui, la question, je vais en parler justement. Prenons le cas du président Afi. Nous nous retrouvons dans un cadre de coalition de l'opposition. Vous dites qu'on n'est pas unis, c'est pas là le problème. Une démocratie, non, dans une démocratie, c'est la pluralité des expressions qui font la démocratie. Ce n'est pas l'unicité d'expression. Vous l'affichez que vous êtes unis. Écoutez-moi, je vous explique, je vous donne un cours je vous en prie. de politique en démocratie. C'est la pluralité. Quelle prétention? Ah ben oui, mais puisque non mais vous avez une prétention. En avez-vous les qualités? On sort de les qualités. Lorsqu'on parle d'unicité, alors vous voulez rassembler tout le monde dans un seul moule, donc une sorte de parti unique. Ah mais donc en ce moment-là, il n'y a pas d'unité. Dans le cas du président Afi, on est dans une coalition. Qu'est-ce qui se passe? La coalition, ça veut dire que nous tous on s'est mis ensemble et on a débattu d'un sujet et on a sorti une décision. Et puis on vous envoie vous pour dire bon, va dire à la population ce qu'on a arrêté. Donc vous n'êtes pas comptable, vous, de la décision collective, mais vous êtes juste le porte-voix, le porte-parole. C'est comme par exemple le porte-parole du gouvernement Sidi Touré, qui vient tous les mercredis dire ce que les arrêtés du gouvernement. Est-ce que les décisions l'engagent lui? Non, c'est lui qui vient juste pour dire mais les décisions engagent le gouvernement. Et donc, mais il fait partie justement de disponibilité. Parce que le ministre, je parle du porte-parole. Donc il engage. Voilà, maintenant dans ce cas, arrêtez toute l'opposition. Pourquoi vous laissez Didier, vous laissez les autres, vous laissez Mamadou Koulibaly, vous laissez tout le monde, et c'est Afi tout seul que vous voulez attribuer tous les péchés d'Israël. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que, je vais vous le dire, pour terminer, parce que Ouattara a une peur bleue de M. Afi. En vérité, il sait que s'il a écarté M. Afi, Bédi étant très âgé, prenez sur la place politique aujourd'hui, qui est-ce que vous voyez d'autre? À part Mamadou Koulibaly. Écoutez, monsieur, donc ils sont négligeables. Vous avez des jugements de valeur, monsieur. Ils ne sont pas négligeables. Oui, mais qui voyez-vous? Mais il y a plusieurs personnes que nous voyons. Il n'y a pas qu'Afi. C'est une question de et comment vous évaluez son leadership? Comment vous défendez son leadership? Vous avez dit ici tout à l'heure que M. Mais bien sûr, parce qu'il a été plusieurs fois président, M. Jean-Jacques. Il a été élu plusieurs fois. Donc je finis. Je suis désolé, il y a des faits qui sont là. Deux mots s'il vous plaît. Il a été assez long. Il a été assez long. Ah, mais vous avez été aussi assez long. Alors donc, pour terminer, la négociation, elle se fait avec tout le monde. C'est-à-dire que nous avons fait une coalition, nous avions arrêté des décisions. Si Ouattara veut discuter, c'est avec tout le monde. Ce n'est pas avec que Bédier ou avec X ou Y. À partir de ce moment, on n'est pas en train de régler un problème de la Côte d'Ivoire, on règle un problème de personne. C'est juste avec deux. Mais c'est vous qui avez fait du président Bédier votre interlocuteur, votre représentant. Non, l'interlocuteur. Aujourd'hui, vous contestez. On n'est pas le président Bédier. On n'est pas en train de contester. M. Bédier lui-même dit qu'il faut une négociation inclusive. Lui-même qu'on a choisi. Il dit qu'il faut une négociation inclusive. Mais vous dites que c'est une provocation. Ça veut dire que vous avez une peur bleue de la discussion. Dites-moi, depuis 10 ans que Ouattara est au pouvoir, depuis quand Ouattara a-t-il rencontré un seul de ses opposants pour une discussion? En toute occasion, merci M. Georges Dakar. Moi, je reviens M. Jomo Debangue, s'il vous plaît, qui a souhaité réagir aux assertions de M. Georges Dakar. Ben, moi, ce que je vais demander sur ce plateau, vous savez, j'ai toujours eu l'habitude de dire que nous nous adressons aux Ivoiriens. Et nous représentons chacun ici un parti politique. Nous, la majorité présidentielle, et de l'autre côté, l'opposition. Il faudrait que nous expliquions aux Ivoiriens que nous, d'abord, nous sommes responsables avant de leur faire croire qu'il faut être responsable. Parce que quand j'entends sur le plateau le FPI crier, je sens que c'est une perte de confiance. Il faut arrêter de crier.
Les Ivoiriens n'ont pas besoin qu'on crée. Jusqu'à mêler les téléspectateurs à sauter de leur chaise. On n'est pas là pour ça. Bien au contraire. Ben non, j'ai vu de par votre réaction. Non, de par sa réaction. Si il est en train de m'interrompre tout le temps, eh bien, là, c'est vous qui interrompez. Vous voyez que je fais la même chose. La musique, pour lui montrer que je lui fais la même chose pour lui montrer que en il a la parole, il ne va pas interrompre. Vous voyez que quand vous avez commencé à parler, j'ai pas bronché. Bien sûr. tout à fait, mais lui, c'est pas lui qui parle, c'est pas moi. C'est pour lui montrer que Ça sert à rien. C'est que vous voulez pas que les Ivoiriens nous entendent. Reprenez, s'il vous plaît. C'est ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui a envoyé cette parodie de paroles, de marchandisme, de marchandage de cette tête qui a été faite en ballon. Parce que vous n'expliquez pas aux Ivoiriens comment la tête de ce monsieur a été coupée et dans quelles conditions. J'aurais dû penser que de votre place, vous avez dit tout à l'heure, vous avez stigmatisé toute notre police. J'aurais dû penser tout à l'heure que vous allez me dire qu'au moment où on coupait cette tête, il y avait des corps habillés qui défendaient celui qui coupait la tête. Et qui aidaient même, je dis bien qui aidaient même, celui à qui on a coupé la tête. Moi, celui qui a coupé la tête. Monsieur Georges Aka. Monsieur Georges Aka. Je suis très très content. Si monsieur Georges parlait en même temps que moi, j'ai écouté monsieur Georges Aka. Laissez-moi lui dire ce que je pense. Monsieur Georges Aka a dit en Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'opposants à part Afi, parce que de sa bouche tout à l'heure, de ce qu'il vient nous dire, Bédié ne pèse pas. Parce que depuis qu'on a arrêté Afi, il n'y a plus d'opposition. C'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que vous avez dit. Non, je n'ai pas dit ça. Je suis super content d'entendre ça. Je suis super content d'entendre ça et que le président Ouattara a une peur bleue de discuter. Oui, de discuter. Vous savez, il a une peur bleue. Le président Ouattara, ça fera 10 ans qu'il est en train de diriger un pays avec une opposition qu'il finance, avec leur dotation bien sûr. Donc il y a une opposition. Quand vous nous parlez de désobéissance civile que ça a été suivi, moi je crois que c'est faux. Vous avez dit tout à l'heure que oui, c'est le président Ouattara qui a fait ça en 2010. Mais il a fait ça avec quelle force? Avec toutes les forces de Côte d'Ivoire. Avec toutes les forces, que ce soit MPCI, si vous voulez, c'est vous qui voyez, monsieur. Mais moi je le dis, ça c'est pas dans le débat. Je n'écoute pas ceux qui sont derrière. J'écoute moi et vous. Ça c'est ce que vous devrez comprendre. Je termine avec lui. Vous avez dit que la désobéissance civile, c'est M. Ouattara qui l'a lancé en 2010. Mais en 2010, M. Ouattara l'a lancé avec Bédié. Pas le PDCI en morcellement. Pas l'UDPCI en morcellement. Pas ces partis-là en morcellement. C'était toute l'opposition. C'est ce que je reviens. C'est la même coalition. Vous êtes parti avec le FPI, avec 2 FPI, même 3 FPI. On était tous dans la coalition. J'arrive, monsieur. Nous posons les questions. Je lui réponds. C'était une coalition également. On avait tout le monde à l'OLM, Alors, monsieur Jomo Devin, on a un porte-parole du RHDP qui parle de provocation en indexant un ancien président de la République. On vous demande quelle est votre réaction par rapport à ça. Je ne vais pas dédire ou je ne vais pas contredire ce que mon porte-parole a dit. Nous l'avons vu, même l'opposition l'a vu. Quand nous voyons un ancien chef d'État, je dis bien un ancien chef d'État, que j'ai souvent appelé même l'autorité morale du PDCI. Monsieur Georges Aka même me l'a emprunté un jour sur Africa Radio. L'autorité morale du PDCI, qui a dirigé la Côte d'Ivoire et qui dit, je répète bien, que la crise de la Côte d'Ivoire a commencé depuis 1999. Donc c'est dit que dès lui, sa période de gouvernance, jusqu'à ce que lui il parte, la Côte d'Ivoire était stable. Mais je dis faux. J'ai dit faux. Et là encore, sa coalition doit se poser des questions sur déjà la mentalité bien, je veux dire, morale de ce monsieur qui est en train de dire des contre-vérités et accuser en même temps ceux avec qui il est allié aujourd'hui. Parce que si on part de 99, Babo est venu en 2000 en Côte d'Ivoire au pouvoir. Mais donc on veut dire que la rébellion
je ne sais pas moi, le coup d'État, c'est à partir de là que ça a été. Donc en ce moment-là, Gbagbo aussi a participé. Et aujourd'hui, celui qu'il défend comme étant Sorogium a été aussi acteur de cette politique. Mais je dis c'est faux. Il faudrait que, et je reviens là-dessus, que l'opposition soit responsable et de dire, nous avons perdu. Allons à la table de négociation. C'est bon. Alors, monsieur Thibault Obou, il y a deux propositions qu'on relève du discours du président Henri Konan Bédié. La première, c'est la réorganisation d'élections inclusives. Il a vraiment insisté sur ce mot, même ajouté crédible. Et la deuxième, report des législatives. À votre avis, laquelle oreille attentive auprès du président de la République? Bon, déjà, je pense que vous parlez du président de la République. Je viens juste de dire tout à l'heure qu'il n'a pas la légitimité. Donc, en temps normal, pour qu'il y ait dialogue, il aurait fallu déjà, dès le départ, mettre en place une autorité. Et M. Ouattara se retirer. Donc, si M. Bédié a annoncé ce qu'il a annoncé, il a complètement raison. Parce que ça, c'est des choses qui devaient être même faites largement avant. C'est-à-dire que s'il revient là-dessus, il se sent contraint de le dire. Il ne devait même pas le dire. Parce qu'à partir du moment où vous voulez apaiser un pays, c'est la première des choses qu'on fait. Le dialogue. On libère les prisonniers, on fait entrer les exilés, on fait en sorte que le pays soit apaisé, et après, on prend des décisions d'État. C'est ça l'État. Est-ce que ça fait une porte ouverte à toutes les négociations? Non, c'est pas une porte ouverte à toutes les négociations parce que nous sommes dans un pays où, depuis la rébellion, il n'y a eu que des négociations. C'est pas un pays qui ne connaît pas ça. C'est là que prenons l'histoire récente. Il n'y a que des négociations sur les négociations. Donc, on sait ce que c'est. Mais à un moment, il faut dépasser tout ça pour dire, écoutez, effectivement, j'ai fait 2 mandats. Même si ma manière d'arriver au pouvoir n'était pas intéressante, parce que je suis arrivé avec les bombes des Français, n'empêche que j'en ai fait 2. Et je ne peux plus aller très loin. Donc, ce que je fais, je demande aux Ivoiriens de s'organiser. Donc, on fait, comme il l'a dit, un système d'assises nationales pour que chaque Ivoirien arrive à dire ce qu'il veut. Les groupes politiques disent aussi ce qu'ils veulent bien. Et à travers ça, on sort une feuille de route et on bâtit un État. Si on ne fait pas ce genre de choses et on est toujours derrière un système électoral, ce sont 17%, tout ça, c'est pas bon pour un pays. Parce qu'au final, après Ouattara, la Côte d'Ivoire vit. La Côte d'Ivoire continue à vivre. Mais il y a des enfants qui vont naître. Ces enfants, on leur laisse quoi? On leur laisse encore de gérer les 77%? Non, on ne doit plus leur laisser ça. C'est pas 77% ou vous prenez ce chiffre? Non, mon frère l'a dit tout à l'heure. Il avait Non, bon. s'il vous plaît. Ouais, on va faire mieux, 94%. Mais il faut dire les chiffres qui sont faits. On va faire mieux. Mais c'est ça la vérité. 94%. C'est ça la vérité. Mais par contre, ça, c'est pas une vérité. C'est ça la vérité. S'il vous plaît. C'est pas une vérité. Ben voilà. Mais dites-le, n'inventez pas des chiffres. Non, j'invente pas les chiffres. 77%, personne n'a dit 77%. Encore, en plus, il me colle des dits. Non. C'est bizarre. On va pouvoir répondre. Non, c'est pas un problème. 77 fois j'ai entendu ça. Mais 94%, Merci. c'est S'il vous pas, plaît, c'est continuez. pas, c'est pas des Là, vous chiffres. devenez un légaliste. C'est pas, non, c'est même pas légaliste. C'est juste pas des chiffres qu'on doit annoncer en 2020. C'est pas possible. 27%, c'est vraiment le C'est le officiel par toutes les, voilà, et par toutes les organisations qui ont payé effectivement aux élections. Ils sont dans le déni, mais c'est ça le problème. C'est pas un déni, c'est-à-dire que quand on analyse un chiffre, on n'est pas dans un déni, chef frère. Non. L'analyse. Si vous niez tout. Non. L'analyse. Quand vous dites des contre-vérités, C'est pas bon. Non, c'est pas des contre-vérités, c'est juste une vérité. J'ai pas dit 77. 94%, c'est pas des chiffres qu'il faut avoir aujourd'hui pour bâtir un pays. Même quand l'opposition se retire. Vous l'avez dit aussi. Si l'opposition se retire, c'est pas parce que l'opposition s'est retirée qu'on a 94%. Au contraire, si l'opposition se retire, que doit faire Ouattara s'il aime bien son pays? Écoutez, monsieur le président de la République, il assure son règne, il assure son régime et il compte construire la continuité de l'État. Mais construire la continuité de l'État, tu le construis avec la population. L'État ne se construit pas sans population. Aujourd'hui, on a un régime autoritaire qui veut construire un État sans les Ivoiriens. Mais nulle part au monde ça existe. Économiquement, c'est ce qui se passe. Les Ivoiriens sont mis à côté, ils n'ont rien. Hein? Du point de vue même de, comment on appelle ça, des simples passeports à attribuer aux Ivoiriens, c'est toute une histoire. Donc l'Ivoirien, il est mis à l'écart de son propre pays.
Donc, ça n'existe nulle part. On construit un pays avec les ressortissants. Donc, pour y arriver, je pense que M. Bédié a totalement raison d'annoncer tout ce qu'il a annoncé dans son communiqué. Alors, il a annoncé une marche. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que représentant de votre mouvement, qu'une marche, dans les conditions actuelles, pourrait apaiser la situation ou l'envenimer? Donnez la parole à quelqu'un d'autre. Attendez, vous allez répondre juste la question et je vous reprends. Bon, je pense que... Très rapidement, je pense que, bon, M. Bédié a annoncé une marche, c'est ce que fait toute opposition. Donc, c'est dans son droit de le faire. Maintenant, il va falloir que nous l'organisions un peu différemment pour voir comment les choses peuvent se faire. Parce que quand on est dans une lutte, on ne peut pas laisser tomber toutes les actions qui nous mènent à la victoire. Donc une marche, ça fait partie aussi d'un procédé qui est autorisé par la Constitution. Très bien. Monsieur Diallo, quel commentaire faites-vous donc sur cette marche, l'appel à la marche du président Bédié? Une marche pour le dialogue. Pour le dialogue. Alors, est-ce que pour vous, ça va encore envenimer les choses ou plutôt c'est une marche de la paix? Vos commentaires. Vous savez, il ne faut pas qu'on soit à tout moment et dans toutes les phases dans des contradictions qui deviennent maintenant récurrentes. À partir du moment où vous avez un chef de l'État qui lui-même prend l'initiative de convier donc le président Bédié à une table de négociation, l'opposition aujourd'hui ne peut pas dire qu'elle a pris le monopole de la négociation ou qu'elle prend l'initiative de la négociation, puisque c'est le chef d'État de l'État qui lui-même a pris l'initiative de la négociation. Donc à quoi servirait donc une marche? Puisque nous vous avons tendu la perche, nous avons dit, voilà, on vous invite sur un territoire, un terrain qui est même neutre, pour que nous puissions discuter. Donc ça veut dire que le processus est enclenché depuis. Et que donc ce n'est pas par une marche qu'on va enclencher un processus de négociation, puisque la négociation est déjà enclenchée. Donc déjà, ça c'est une première contradiction. Donc il se contredit en fait. Il se contredit parce que la négociation est déjà engagée. Donc il n'y a pas de marche vraiment qui puisse tenir, d'argumentation qui puisse tenir pour justifier effectivement une sortie, faire une marche. Même symbolique. Moi je crois, mais nous n'avons pas besoin d'autre symbolisme puisque vous avez un chef de l'État qui a reçu son aîné. Et d'ailleurs c'est vraiment respectueusement qu'il a été reçu. Mais c'est un droit, je veux dire, de manifester, je veux dire. Non, c'est un droit de manifester, oui. Mais la raison de la manifestation, si c'est pour la négociation, mais ça ne tient pas. Vous comprenez? Alors il ne faut pas ajouter au désordre du désordre. Aujourd'hui, nous avons tous, en toute responsabilité, vraiment à avoir des postures qui nous honorent et qui donc grandissent un peu la Côte d'Ivoire, parce que nous allons arriver tous par ces postures-là à établir effectivement un climat serein, des négociations entre nos aînés. Moi, c'est ce que je peux dire. Maintenant, quand j'entends effectivement sur un plateau télé contester tout, mais il faut bien que la République commence à un moment donné. Il faut bien que notre démocratie commence à un moment donné. Moi, je vais vous dire, quand le président Laurent Gbagbo est devenu pour la première fois président en Côte d'Ivoire, en 2000, vous savez très bien comment il est arrivé. Vous aviez des membres vous aviez des membres de partis politiques qui n'ont pas pu concourir à ces élections-là. Mais après, à partir du moment où, effectivement, de par le chef de la responsabilité, ou en tout cas l'initiative du général Gueye, on n'a pas pu revenir et organiser des élections, il est devenu président de la République. Et pourtant, c'était contestable. Vous saviez très bien comment on avait effectivement dit non, fait barrage donc aux autres candidatures. Mais après, nous sommes partis en disant, bon, il y a un président, quoi qu'on puisse dire, il va falloir qu'on respecte quand même un certain ordre pour qu'on puisse mûrir, faire mûrir la démocratie. Bon. Et donc, on a vu effectivement que certains ont contesté encore, mais ce n'était pas forcément les membres de l'opposition qui sont rentrés là dans une contestation contre lui. Bon, maintenant ça c'est l'histoire, mais il faut qu'on évolue, il faut qu'on avance. Et personne ne pourra contester aujourd'hui que depuis l'avènement du président Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire, et bien c'est la première fois que nous avons connu une sorte d'accalmie sur le territoire national. Depuis 2010, quand il a été élu, en tout cas, il n'y a plus de mouvement
terribles en Côte d'Ivoire, des affrontements terribles en Côte d'Ivoire. Premier mandat. Attendez, attendez, s'il vous plaît. Accalmie, pacification, parce que la pacification, effectivement, il faut qu'il y ait des manifestations pour qu'on dise qu'il n'y a pas de paix. La paix a régné en Côte d'Ivoire pendant le premier mandat du président Alassane Ouattara. Et lorsqu'il s'est représenté et que le président Bédié a lancé l'appel du Daokoro, encore nous sommes restés dans une Côte d'Ivoire paisible. Donc, jamais, sous aucun président après Félix Houphouët-Boigny, on a eu à vivre la sérénité en Côte d'Ivoire. En tout cas, les populations pouvaient circuler, vaquer à leurs occupations, aller dans tous les sens du territoire, de partout, vaquer à leurs occupations sans être inquiétés. Merci. Voilà pourquoi d'ailleurs, là, il a été encore brillamment élu. On vous a bien parce que l'on reconnaît que nous ne voulons pas tomber encore dans la violence et dans la guerre. Là, on s'adresse. Voilà. Il faut le reconnaître. Monsieur, Je voudrais demander à mon frère Diallo. Je l'ai bien écouté. Je n'ai pas bronché, même si je ne suis pas d'accord. Je vais lui demander pour cette fois qu'il me laisse exprimer ma pensée, même s'il n'est pas d'accord, et il pourra intervenir, mais de ne pas m'interrompre. Voilà. Alors, nous avons en face de nous un pouvoir, tu vois, qui démontre qu'ils sont dans une démarche dictatoriale. Et il vient de le démontrer. Quand il dit que le chef de l'État décide de faire un dialogue, il va vers son aîné, et puis, quand il a fini de dire, il ne peut pas comprendre que son aîné ou alors Bédié et l'opposition contestent ce dialogue proposé là. Donc pour lui, une fois que Ouattara a parlé, tout le monde doit s'aligner, et puis on dit, bon, ça va, oui, parce que c'est un dialogue. Non! Ah, c'est une contestation. Au contraire, dans une république, le sens du dialogue, ça veut dire que c'est deux ou trois ou plusieurs personnes qui se parlent. Ce n'est pas une seule personne qui parle dans un sens et les autres doivent suivre. Après, souvent, c'est un ordre, c'est des injonctions. Mais quand on dit dialogue, ça dit vous dites, et nous on écoute, et on fait une contre-proposition. Il a proposé un dialogue direct avec Bédié. Bédié a dit, et on a tous suivi, que ça permet de briser le mur de glace. Ok. Mais ils doivent continuer à se parler. Ils se sont parlé au téléphone. Bédié lui a fait des propositions de libérer tous les camarades détenus. Il y a eu quelques actions qui ont été faites, notamment des personnes du PDCI et d'autres qui ont été libérées. Merci. Mais on demande que tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de ces événements soient libres. Ce qui n'a pas été fait. Effectivement. Donc, dès lors que ça n'a pas été fait, Bédié a pris la décision de suspendre ce dialogue-là en espérant qu'en face, il y ait une réaction pour dire, bon, ben écoute, on s'est mal compris, je vous pensais faire comme ça, mais malheureusement, alors viens, on va discuter d'un autre sujet. Malheureusement, M. Ouattara a fait la sourde-oreille à cette question-là. Il n'a pas approché, et au contraire, le RHDP, à travers son porte-parole Adjoumani, est sorti au créneau, a fait une déclaration incendiaire. Bon. Mais pourquoi vous la qualifiez d'incendiaire? C'est un porte-parole du parti au pouvoir. Il donne oui, la position du président du parti au pouvoir. Justement, c'est pour ça que je dis que c'est incendiaire. C'est-à-dire qu'il a accablé, Bédié n'est pas sage, etc. À son âge, on l'a laissé, on l'a pas mis en prison à cause de son âge, on lui donne des faveurs, il doit se taire, etc. Voilà. On ne dit pas ça dans une république. On ne dit pas ça. La République, c'est les droits des gens et des personnes. Mais il y a une culture ivoirienne aussi. Et même s'il y a une culture, oui, à partir de ce moment, il faut écouter le sage. Quand il dit, alors l'âge de l'aîné, quand il dit libérer tout le monde, et puis on va apaiser, on va te permettre de faire un mandat calme. Bon, après ça, Bédié ayant constaté que ça ne bougeait pas, il fait la proposition solennelle que j'ai évoquée tout à l'heure, du dialogue inclusif avec tout le monde. Là encore, les camarades d'en face s'énervent. Ah ouais, non, c'est de la provocation, etc. Je finis, hein. Alors, donc, moi, je militants que camarades. Bon, après, les amis d'en face, ils sont camarades parce qu'ils étaient dans l'opposition avec nous, on a fait le Front républicain. Bien sûr. Ils étaient bien restés. Alors, donc, je veux dire que ce dialogue-là, politique, il va se faire. Quel que soit le temps que ça va prendre, ça va se faire. Parce que quand un pays connaît les blessures que la Côte d'Ivoire a connues, connaît les crises que nous avons connues, pour sortir de là, il faut un catharsis. Il faut qu'on s'asseye pour se parler. S'asseoir pour parler, mais pas aller dans la rue pour manifester. On s'asseye pour parler. Voilà. Et malheureusement, c'est ce qu'on demande à M.
Ouattara. Mais quand on et malheureusement, il ne fait pas. Ça va s'imposer à lui, ce dialogue-là. Maintenant, il a parlé du cas du président Gbagbo en 2000. Mais le président Gbagbo, quand il a été élu dans les conditions que lui-même il a jugées calamiteuses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué le Forum national de la réconciliation nationale. Il ne s'est pas assis, il dit, bon, je vais discuter sur ma Ouattara. Il a convoqué un forum et tous les Ivoiriens se sont exprimés. Les différents présidents. Tout le monde et on a connu les problèmes qui ont poussé la Côte d'Ivoire dans cette situation. On a donné le certificat de nationalité à Ouattara et c'est s'arrêté là. Voilà. Et donc ça, ce n'est pas de la faiblesse. En 2 mots, monsieur. Ce n'est pas de la faiblesse. Maintenant, et donc vous êtes un messager du RHDP. En tout cas, dites à M. Ouattara que ce n'est pas une faiblesse pour lui d'accepter de dialoguer avec son opposition et toute la Côte d'Ivoire pour régler les problèmes. C'est pour cela qu'il a reçu le président Bédié. Bédié, ce n'est pas Maintenant, autre chose. Quand il parle de l'accalmie des pouvoirs, enfin de mandat de Ouattara en 2010, 2015 et 2020. Mais c'est pas vrai. En 2010, on a vu comment M. Ouattara a été déposé par les Français à travers des bombes. Donc ce n'est pas de l'accalmie. Il y a eu 3000 morts. 3000 morts, ce n'est pas de l'accalmie. Ça, c'est un premier mandat. Le deuxième mandat de 2015, nous-mêmes, en tant que responsables politiques du FPI, nous avons dit qu'il fallait sortir, quand la fille est sortie de prison, il a dit on ne peut pas sortir de cette crise-là comme ça. Il fallait les États généraux de la République. Voilà où nous en sommes. Si on avait fait ça, on ne serait pas en train de discuter, vous et moi, de dialogue. M. Ouattara n'a pas voulu écouter. On a même déposé le projet sur sa table. Et on a accepté de montrer qu'on est légaliste, on est parti à ces élections. Tout ça, c'est le sacrifice pour comprendre qu'on a besoin. Mais ça, vous appelez ça calme, mais c'est parce qu'on a eu cette attitude-là. En 2010, vous avez pensé pareil. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. Et on se retrouve dans une situation pour la Camille. Mais il y a eu 100 morts, plus de 100 morts et plus de 400 blessés graves. Oui, à votre appel. Ce n'est pas de la Camille. Alors, donc, à partir de ce moment, il ne faut pas vous réjouir de la situation. Mais il faut demander à Ouattara, et je vais terminer sur ces mots, que nous sommes tous Ivoiriens. Je ne suis pas en train de nier nos propres responsabilités dans la situation. Merci. Vous avez tendance à dire, c'est vous, c'est le déni, oui. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a tous géré ce pays-là. Que ce soit Bédié, que ce soit Gbagbo, FPI, ou que ce soit Ouattara, on a tous géré ce pays et on a notre part de responsabilité. Mais à un moment donné, on doit s'asseoir et puis se poser la question, à faire un état de conscience. Qu'est-ce que j'ai fait à un moment donné de ma vie pour que le pays là se retrouve dans cette situation? Que ce soit du RHDP, que ce soit du PDCI, que ce soit du FPI. Il faut qu'on se pose cette question, cet état de conscience. Et c'est ce qu'on veut que tout le monde fasse à travers ce dialogue. C'est clair, merci. Malheureusement, vous ne voulez pas ça. On s'adresse à vous. Merci. Là, on tourne à la fin de l'émission, on va aborder le dernier chapitre. Je vous en prie, je vais répondre sur ce qu'il a dit. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Vous voyez combien de minutes il a pris, hein? On vous a bien compris, M. Jomo Debeng. Concernant l'incarcération de 2 personnalités éminentes de la musique en Côte d'Ivoire, à savoir Yodé et Siro, qui ont comparu devant le tribunal d'Abidjan au plateau, quelle est votre position? Permettez-moi, j'ai bien compris, permettez-moi de rebondir sur ce que M. Georges Aka vient de dire. Voilà. Le secrétaire général adjoint du FPI. Vous savez, moi j'aime bien, ou du moins, l'être humain a tendance à oublier l'histoire. Quand nous allons dans l'histoire, nous devons savoir que c'est la reconstitution du passé, vivre le moment et préparer le futur. Le jour où l'autorité morale du FPI a pris le pouvoir, vous vous rappelez peut-être certainement en 2000, c'est à partir de Cocody, dans une maison d'un de ses camarades, qu'il a appelé les Ivoiriens à prendre la rue. Vous pensez qu'il a été élu? Non. Il a dit aidez-moi à chasser le général du pouvoir. Tout le monde le sait. Au moins, on sait que c'était déjà un coup d'État. On n'en parle pas parce que c'était vous. On revient, ça c'est un rappel de l'histoire. Je reviens sur les propos d'Adjoumani que vous avez traités de propos ceci, cela. Quand le président Bédié, chef d'État ancien bien sûr, dit des détourneurs des deniers publics, à savoir le RHDP au pouvoir, des fils adultérins au pouvoir. Terrible. Vous pensez que c'est des propos à tenir? Vous savez, moi j'aime bien discuter, mais je veux bien
que nous discutons en disant aux Ivoiriens la vérité. En parlant d'Ivoiriens, je vais rebondir. En prison. Je vais rebondir. Ça va rentrer. J'ai même pas encore fait les 5 minutes. J'ai même pas encore fait les 5 minutes. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Georges Akar, dans ses propos tout à l'heure? Il a dit, pour lui, il faut qu'on se pose des questions. On se pose des questions. Qu'ai-je fait pour que la Côte d'Ivoire soit dans cet état aujourd'hui? Parce que vous avez dit que nous avons tous dirigé, y compris le FPI, y compris le PDCI, en ancien. Aujourd'hui, PDCI est Daoukro. Aujourd'hui, le RHDP. Monsieur Georges Akar, ce que je veux que vous compreniez, au sortir de ce débat, c'est que nous devons tous prendre conscience de ce qui a été fait et ce que nous avons détruit depuis que la Côte d'Ivoire ne va pas. Et c'est cette solution que cherche le président Ouattara aujourd'hui en tendant la main à son opposition. Parlant de Yodé et Siro, tout à l'heure en coulisses, je disais que pour moi, c'est comme la délivrance du passeport de Laurent Gbagbo. Parce que Gbagbo est un citoyen. Dans vos propos, vous avez dit que c'est à l'issue de la concertation entre Ivoiriens que le président Ouattara a eu son certificat de nationalité. Donc un certificat de nationalité ne se délivre plus par la justice. Oui. Parce qu'il y avait un certificat. Non. Il y avait un souci ça. Je vous ai jamais coupé, M. Georges Akar. Donc n'appliquez pas son cas à la loi. Non, mais je ne vous ai jamais coupé, M. Georges Akar. Donc, c'est à partir d'un consensus qu'on donne un certificat et on oublie l'autorité des juges. Donc, jouissez en ce moment que le passeport soit délivré par le président de la République. Bon, ça, moi, je ne me suis pas plaint de ça. Non, je vous dis. Concernant la sortie de Yodé et Siro, je m'en réjouis. Moi, personnellement, Diomo Debeng, s'ils m'écoutent, ils vont l'entendre. Moi, Diomo Debeng, je m'en réjouis. Parce que je salue sur ce plateau la présence d'un écrivain. C'est l'écrivain qui est la voix des sans-voix. On joint l'artiste avec. Pourquoi on joint l'artiste? Parce que, soi-disant, ils disent ce que le peuple pense tout bas. Est-ce que vous étiez contre l'interpellation? Je viens. J'ai jamais été contre l'interpellation. J'ai même salué l'interpellation. Je viens, je termine. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on indexe, et sachez que l'album de Yodé et Siro est sur le marché il y a plus d'1 an. L'album n'a pas été censuré. Ils ont fait toute la campagne électorale. Ils sont même invités dans toute la Côte d'Ivoire. Rien n'a été dit. Mais du moment où Yodé, où Siro sait, celui qui avait la machette, dans quel coup il est allé se cacher à Bobo, on l'a attrapé. Normalement, même il devrait aller nous montrer la cour de celui qui avait la machette. Parce que lui, il a interpellé le procureur de la République en lui disant ceci, parlant des propos incendiaires d'Adjoumani, en lui disant ceci. Au lieu de faire la chasse aux baoulés dans les forêts, il y a des personnes qui ont tué avec la machette, on sait où ils vivent. Moi, pour moi, il devrait le prendre, le procureur, Siro, parce que je ne pas Yodé, hein, je dis bien, Siro, aller montrer cette cour-là à Bobo. Je vous remercie. Vous, ces propos, ça justifie en fait cette condamnation. Je vous dis, il devrait être condamné. Parce que j'ai dit tout à l'heure, l'écrivain est la voix des sans-voix. L'artiste est mêlé à ça parce que le Zouglou, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est une identité nationale. Et ce Zouglou-là ne doit pas être source de tension en Côte d'Ivoire. Monsieur Diomo Debeng, on va rester voilà. On va terminer un dernier tour de table. On s'adresse à M. Rapidement, s'il vous plaît. On a pu aborder les différents aspects de la vie politique contemporaine ivoirienne. Alors au final, quelles sont votre vision en tant que panafricain et artiste, écrivain? En tout cas, merci déjà pour l'organisation du débat. Ce que je peux retenir, c'est qu'effectivement, la Côte d'Ivoire est en train de traverser depuis pratiquement maintenant 30 ans des bouleversements, des soubresauts et tout ça. Et j'aimerais sincèrement dire à nos frères de la Côte d'Ivoire et nos frères africains qui y vivent de ne pas perdre espoir. Et que si on veut effectivement retrouver ce pays, nous devrons le retrouver tous ensemble. C'est vrai que c'est tous qu'on pourra faire quelque chose de ce pays et retrouver nos biens.
C'est vraiment très important. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un cadre qui permette à chacun de rentrer et de sortir. Et ceux qui sont à l'extérieur, il faut qu'on les fasse rentrer. Parce qu'on ne peut pas faire un pays en laissant ses enfants dehors. C'est pas possible. On ne peut pas faire non plus un pays où on se dit si je parle, je vais être en prison. Non, je parle pas. Je ne peux pas faire une vidéo et être serein que ma vidéo que j'ai fait en train de me chercher à la maison. Non, il faut qu'on aille vers un pays libre. Et cette liberté, il nous appartient à nous de faire ça et de ne pas avoir toujours l'impression que nous nous disputions sur la réelle politique. Le débat au fond n'est pas là. Le vrai débat, c'est... Quelques mots, s'il vous plaît. Comment on fait pour libérer la Côte d'Ivoire qui est occupée. C'est ça le vrai débat. Donc, je demande à mes frères d'être courageux, que tous les pays sont passés par là. Nous sommes en train de passer par là. Nous allons sortir et ils peuvent compter sur nous. Nous allons mettre en place une autorité de transition qui va permettre à ce pays-là d'être gouverné pendant qu'on fait les assises. Parce que pendant qu'on fait les assises, il faut pour gérer les choses courantes. Et on ne peut pas gérer les choses courantes en étant soi-même dans la négociation ou dans le dialogue. C'est pas possible. M. Moïse Diallo, un dernier mot. Oui, je pense que de toutes les manières, on va être tous unanimes qu'il faut une Côte d'Ivoire apaisée, bien sûr. Mais quand on a dit ça, il faut effectivement qu'on arrive donc à respecter l'État de Côte d'Ivoire. Si l'on ne respecte pas l'État de Côte d'Ivoire, alors là, il n'y a plus de cadre à la négociation parce que ça se passe dans le cadre d'un État de droit. Et donc, quand le président a initié, je vous l'ai dit tout à l'heure, la négociation, eh bien, ce n'est pas pour qu'elle s'arrête, bien évidemment. Donc, c'est pour qu'elle continue. Et je pense que chacun devrait être inspiré par cet élan-là d'aller vers l'autre, de pouvoir comprendre l'autre et ne pas vouloir jeter encore de l'huile sur le feu. L'appel du président Bédié est perçu comme ça parce que ça résonne un peu comme l'appel à la désobéissance civile. Quand on a demandé aux personnes, au peuple de sortir, effectivement, on a vu ce que ça a occasionné en Côte d'Ivoire. Et donc, dire nous allons faire encore une marche dans le contexte que nous connaissons, que nous savons, alors que nous avons déploré effectivement toutes ces violences. Aller encore vers une marche dans un territoire, sur un terrain qui est un terrain encore aujourd'hui vraiment pas calme, où il y a encore des tensions, il y a encore des relents, il faut faire attention. Donc il est de la responsabilité de chacun de vraiment aller vers l'autre pour qu'on puisse sauver la fraternité en Côte d'Ivoire. C'est par cette fraternité que nous arriverons effectivement à asseoir la paix. Pas plus clair. Et non la négociation. Quelque chose à ajouter? Je pensais avoir le dernier mot parce que si nous devons suivre l'ordre, c'est M. Georges Aka. Quelque chose à ajouter? Merci, je vais ajouter quand même, merci. Je sais que je connais ta pertinence et ce que tu veux me faire faire, je le ferai. Merci beaucoup. Je dis merci à mes co-débatteurs, à vous surtout, parce que comme l'a dit M. En Côte d'Ivoire, on n'a pas cette occasion. Pourtant, il y en a d'autres qui parlent qui ne sont pas en prison. J'en connais. Ah oui, il y en a plein qui sont en Côte d'Ivoire, qui circulent, qui disent des choses. Et l'état des droits est toujours là en Côte d'Ivoire. Et je dirais à M. Georges Aka que je suis très content de le voir habillé comme ça, pour nous dire que c'est toute la Côte d'Ivoire. On le reconnaît. Mais je pense que cet accoutrement qu'il a apporté m'a rappelé beaucoup de choses. Ma région, bien sûr, à qui d'ailleurs je rends hommage. Bel hommage. Et je lui dis à M. Georges Aka que l'idée qui lui a amené aujourd'hui à porter cet accoutrement ne doit pas être que visuel, mais que ce soit aussi intérieur. C'est-à-dire le rejet d'une partie de la Côte d'Ivoire ne doit pas être le socle d'une démocratie ou d'un programme de gouvernement. Je te remercie. Tout à fait fort, M. Georges Aka, pour ce magnifique débat. Pour cet hommage-là, effectivement, pour
pour ceux qui me connaissent, et je pense que tout le monde aussi, puisque plusieurs fois on s'est vu, je ne suis pas quelqu'un de belliqueux. Je suis très modéré dans mes propos et je sais ce que je dis. Donc je suis un patriote, un vrai, parce que ce pays-là, il nous appartient et il nous appartient également de laisser un bel héritage à nos enfants. Le souci qui fait que nous sommes en train de discuter de la Côte d'Ivoire et depuis des années d'ailleurs, c'est que on est tout le temps en train de persister dans l'erreur. Or, faire une erreur une fois, c'est pas mauvais, mais persister dans l'erreur devient diabolique. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, nos amis comprennent qu'on ne ruse pas avec la paix. S'ils sont vraiment sincères pour faire la paix, ils connaissent la voie et le chemin à emprunter pour qu'on puisse arriver à la paix. Parce que des gens vous disent, vous m'avez marché sur le pied, j'ai mal. Donc, vous dites non, j'ai pas marché, tu discutes, mais lui il dit qu'il a mal. Donc il faut essayer de te mettre dans la disposition de l'écouter d'abord. Ah bon, excuse-moi, c'est pas de ma faute. Et puis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, écoute, et puis on trouve une solution. Voilà. Et donc, nous on dit qu'il faut libérer tous les prisonniers politiques, permettre aux camarades qui sont en exil de rentrer, libérer le camarade Afingessan, permettre au président Gbagbo, Psoro, tout le monde de rentrer, Blé-Goudé, tout ça. Pourquoi ça? C'est pour régler nos problèmes entre nous. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est un processus. Mais malheureusement, bon, on a l'impression qu'on veut persister dans l'erreur. Et ça devient un problème. Pas du tout. Ça devient un problème. Et puis bon, pour finir aussi, je voudrais dire à mon ami Diallo que l'alternance politique dans un État est un processus démocratique. C'est une valeur démocratique. Donc, il faut qu'on accepte qu'on a fait 2 mandats, 3 mandats ou un mandat, on parte et puis qu'on laisse d'autres idées apparaître dans le pays pour permettre le pays de se développer. Mais vouloir s'accaparer le pouvoir et puis dire bon, nous on va partir, d'autres vont rester, nous on va vous gouverner pendant 50 ans, ce n'est plus de l'alternance politique, ce n'est plus de la démocratie. On rentre dans une dictature. Voilà. Et ça, c'est pourquoi je l'entends régulièrement de la part de mes camarades. Ouais, bon, on a fait 5 ans, on a fait 10 ans, vous allez voir, on va faire 5 ans. Non. Donc on ne gouverne pas. Nous ne l'avons pas dit. Bon, donc il faut que nos camarades intègrent que l'alternance politique est une valeur de la démocratie. Qui vient par les urnes. Et urnes. donc par rapport à ça, ils doivent accepter aussi qu'après avoir fait les 2 mandats, ils laissent la place à d'autres générations. Maintenant, je voudrais lancer un appel au pouvoir par rapport à mon président qui est emprisonné par parole d'une coalition. Ce n'est pas lui qui prend les décisions, c'est une décision collective. Donc le président Ouattara n'a qu'à vraiment prendre les dispositions nécessaires pour que tous les enfants, non seulement lui, mais Dikawé, Chourik Balé, tout ce monde-là qui se retrouve en prison pour des raisons politiques, puissent sortir pour qu'on puisse s'asseoir. Et puis enfin, dit que les artistes, quoi qu'on veut, sont la voix des sans-voix. Alpha Blondy a dit que lors d'un concert, ça ne doit rien coûter. Donc les autres aussi peuvent dire au procureur d'aller chercher les auteurs, ça ne doit rien leur coûter. Sur ces mots, je voudrais dire merci à tout le monde. Et puis à bientôt éventuellement sur le plateau. Voilà, ce sera un plaisir en tout cas de vous accueillir. Eh bien, donc, je vous remercie à tous d'avoir participé. C'est non. Voilà, donc j'espère vous revoir très bientôt. Et puis donc, je vais dire à nos téléspectateurs, restez, il y a un deuxième débat qui sera aussi passionnant que celui-là. Voilà, je vous dis à bientôt et plein de bonnes choses à vous. Merci.